Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'était un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent, parce que là c'est un principe démocratique. Merci encore une fois et bienvenue à tous et à toutes. Anatole France, l'écrivain et artiste, nous a dit ceci: la République, la corruption sans doute y paraît plus grande que dans les monarchies. Cela tient au nombre et à la diversité des gens qui sont portés au pouvoir. Bonne méditation cette journée du 3 décembre 2020 et bienvenue à cette quatrième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Je suis Loukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité avec la complicité des juges au siège. Geoffroy Vaha, bonjour. Ben Abouma, bonjour. Bonjour Président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Voilà, merci à tous les deux, merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, les tribunaux de l'actualité. Merci à vous surtout qui nous suivez du lundi au vendredi à partir de 8h pour les versions directes, sans oublier les versions rediffusées. N'oubliez pas, c'est 21h30 sur Truth TV et 22h temps universel également sur Watt FM. Alors ce matin, on va s'intéresser, sans mystère, à la 15e édition des Journées nationales du refus de la corruption à l'initiative donc du RENLAC, vous le savez, Réseau national de lutte anticorruption au niveau du Burkina Faso. Et cette année, c'est le secteur minier qui est dans le collimateur avec pour thème transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Et selon donc le réseau, le pays dispose de nombreuses ressources minières. Cependant, leur gestion laisse à désirer et cela mérite donc qu'on y prête une oreille plus attentive. Et en référence, il cite les résultats de l'enquête parlementaire conduite en 2016 sur donc le secteur minier où le manque à gagner pour le budget de l'État s'élevait à au moins 551 milliards de francs CFA. Et donc, ce qui justifie donc le choix de cette thématique cette année. Pour en parler, nous recevons le secrétaire exécutif du RENLAC en la personne de M. Sagadou Nakarabo. Bonjour. Bonjour Loukman. Merci de nous recevoir. Merci. De nous rejoindre. Voilà. Merci. Merci. On n'est pas dans les locaux du RENLAC, d'accord, le tribunal de l'actualité. Ok. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos avec les juges au siège. Je me retourne donc vers les juges au siège pour entendre ce matin encore une fois leur regard sur l'actualité en guise d'avant-propos. Commençons par Bernard Bougma qui sent être intéressé déjà. Voilà, prise de parole, allez-y. Merci Président. Deux avant-propos, tous ces deux avant-propos ont un lien avec les élections qui viennent de s'achever. Le premier avant-propos, c'est par rapport à la dépense, donc aux dépenses qui ont été effectuées pendant cette campagne. Vous savez que ceux qui ont bénéficié de la subvention de l'État burkinabé doivent effectivement dûment justifier l'argent qu'ils ont reçu. Et j'avais aussi donné en avant-propos qu'en 2015, il y a des partis qui n'ont pas justifié. Donc parmi ces partis, il y a le CDP, l'UNDD et autres. Et il y a aussi à l'intérieur des partis des candidats qui aujourd'hui ne peuvent plus bénéficier compte tenu du fait qu'ils n'ont pas aussi justifié. J'avais cité Adama Kanazo de l'AGIR, Saran Sereme PDC et j'en passe. Alors aujourd'hui, ceux également qui ont reçu pour cette année doivent aussi se mettre en tête qu'ils doivent dûment justifier auprès de la Cour des comptes pour ne pas effectivement se retrouver en train d'être privé de cette subvention. C'est de l'argent public que vous avez reçu, il y a des mécanismes qui sont là, donc ça doit être effectivement justifié. Donc ce n'est pas un business où vous avez pris et puis passé à autre chose, non, ça doit être justifié. Donc c'est une piqûre de rappel pour également dire à ces partis politiques qui prétendent nous diriger, qui prétendent avoir un programme bien ficelé en termes de bonne gouvernance, en termes de transparence, et que ça commence aussi par là. Donc s'il y a des gens qui ont la prétention de nous diriger, qui veulent des députés, j'ai dit aussi ça commence par là. Donc nous attendons également ces justifications-là, parce que quoi qu'il en soit, par rapport à la cagnotte que l'État burkinabé a un grand jeu. Hier, je parlais de 250 millions pour les 10 candidats qui ne vont pas avoir leur caution. Mais quand on fait le calcul par rapport à combien l'État burkinabé a contribué dans cette campagne, c'est l'État finalement qui perd. Parce qu'il y a beaucoup d'argent mis au niveau de la CEDI, au niveau des candidats, au niveau média, à travers les émissions parrainées par le Conseil supérieur de la communication, et j'en oublie. Et donc, tout cet argent, c'est de l'argent qu'on a mis. Donc, le minimum qu'on demande aussi à des personnes qui ont reçu cet argent, c'est de justifier dûment et puis passer à autre chose. Et même là, il faut courir après. Il y en a qui ne le font pas et qui veulent encore revenir s'aligner pour prendre. Sur ce plateau, dans la nuit électorale, pour terminer, je vous ferai ce rappel.
tous les candidats étaient offusqués du fait que c'est une semaine après que l'État a décaissé la subvention. Et puis ils sont fâchés. Comme s'ils ne comptaient que sur ça pour battre campagne. Et après, pour les justifications, ils ne sont pas aussi prêts à les donner. Et c'est les mêmes qui crient transparent, qui crient un changement de pays, de trucs. Et quand vous regardez la liste des partis non à jour, c'est ceux d'ailleurs qui font plus de bruit d'ailleurs qui ne sont pas à jour. Donc et ça ne doit pas continuer. Donc c'était ça mon premier avant-propos. Le second, en lien avec les médias. Et c'est un bon point également qu'il faut reconnaître au CSC pour cette année quand même, parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par le Conseil supérieur de la communication par rapport aux émissions par année, par rapport à pouvoir suivre les choses. Des encadreurs ont été affectés aux médias pour suivre le travail des médias, donc des contrôleurs ont été envoyés. Ici chez nous, c'est le tonton Inoussa Kinda qui a été envoyé ici, qui a suivi, qui a conseillé la rédaction. Je dis c'est un bon point également qu'il faut relever, féliciter le CSC, parce que bon, il y a eu un accord, pacte de bonne conduite. On a eu peur à un moment donné quand l'opposition a commencé à bander les muscles, mais bon, tout s'est bien passé. On pourra dire également que les acteurs ont pu respecter également le contenu de ce pacte avant élection. Donc c'était ce que j'avais comme avant-propos, président. D'accord, merci à vous de nous partager ce regard à guise d'avant-propos. Geoffroy Vaha. J'aurai deux avant-propos très rapidement. Il y a le décès de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français, qui aura fait seulement un septennat, mais qui aura marqué aussi par l'âge auquel il est arrivé au pouvoir et puis ce qu'il a un peu apporté à la France en travers de changements, notamment au niveau même de cette présidence-là et la perception que les Français avaient notamment de la fonction. Mais aussi, nous, Africains, retenons quelque chose de Bokassa, j'ai déjà dit Bokassa, parce que comment ne pas dire VGE et ne pas dire Bokassa. Donc, on retient beaucoup de choses aussi de Valéry Giscard d'Estaing sur son rapport avec le continent. Même arrivé jeune, il n'a pas cassé le code avec ses prédécesseurs. Il a travaillé à ce que nous restions ce précaré-là. Comme disait l'autre, encore ces pays où avec 500 soldats seulement, la France pouvait venir changer le cours de l'histoire. Et ça, il ne s'en est pas privé de venir intervenir dans différents pays du continent. On se rappelle du Zaïre en son temps. Et puis j'ai dit Bokassa tout à l'heure parce qu'il y a la fameuse affaire des diamants avec la note qui est ressortie, la note de Bokassa, notamment au comptoir du diamant de son pays, demandant à ce qu'on remette 30 carats de diamants à Valéry Giscard d'Estaing en son temps ministre des Finances. Et ça pourrit sa campagne après, et puis ça a sûrement contribué à ce qu'il ne puisse pas rebelloter à la tête de la France. Je dis aussi, c'est ce qu'on retient de lui, mais c'est des gens aussi dont on a beaucoup connu le nom à travers les baptêmes que nos chers présidents ont eu à faire de nos rues, de nos établissements quelquefois, où voilà, partout vous aviez VGE, boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Bon, les enfants, ça tape dans la tête des enfants, mais ça ne savent pas trop qui c'est, mais c'est ce monsieur-là, en tout cas, qui pour moi reste pour l'Africain, en tout cas controversé dans son relationnel avec le continent. J'ai dit j'avais deux avant-propos. Il y a aussi le Mali, comme on a un invité, je vais être très bref. On se rend compte que ça commence déjà à bouillonner puisque la vague des arrêts de travail a commencé, notamment avec le pan enseignant qui dit à la matière, en tout cas ils sont très à l'aise, si c'est bras de fer, ils sont habitués. Donc du coup, c'est pour dire que à ceux qui sont maintenant assis, de bien s'asseoir dans le fauteuil, parce qu'il n'y aura plus de round d'observation. Il y avait de nombreuses attentes auxquelles devrait répondre notamment Ibeka Boubacar Keïta. Je ne pense pas qu'il l'ait chassé pour sa tête, ils l'ont chassé parce qu'il n'arrivait pas à donner de bonnes réponses. Et ceux qui attendaient mieux sont toujours là à attendre mieux. Je pense que tout ce qu'on a comme institutions maliennes qui sont fortement colorées de militaires trouveront maintenant matière à répondre. Ça, c'est leur obligation aujourd'hui. D'accord. Merci à tous les deux pour ce regard sur l'actualité en guise d'avant-propos qui permettra justement à ceux qui n'ont pas le temps de suivre l'évolution donc de l'actualité de prendre en tout cas le pouls. Et merci également à tous ceux qui nous suivent. Alors, sans plus tarder, nous allons entendre le secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption, M. Sagado Nakanabo, qui est présent encore une fois devant le tribunal de l'actualité. C'est devenu un habitué maintenant. Merci. C'est là témoin aussi de notre engagement dans ce combat noble qu'est la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Et je vous en remercie grandement parce que c'est une bonne tribune, le tribunal de l'actualité, pour parler de nos journées.
D'accord. Vous connaissez le principe de l'émission, on commence forcément par les généralités. Tout à l'heure, dans l'avant-propos de Bernard Bougouma, il a parlé de la question financière dans les élections qui viennent de se passer au Burkina Faso. Oui. La question, vous avez fait plusieurs sorties, on va dire pratiquement 2 sorties. Et la dernière a aussi été aussi virulente que la première. Vous avez fait cas de corruption électorale exprimée par pratiquement l'ensemble des candidats. Et vos propos aussi ont laissé croire que le président Locma Christian Kaboré est finalement élu sur fond de corruption. Qu'est-ce qui justifie cette sortie après que les élections aient été tenues? Et d'aucuns pensent que c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est prêcher dans le désert plutôt, parce que ça a toujours été ainsi. C'est une pratique à la fois en Afrique et dans les autres démocraties, la question de la corruption électorale. Oui, mais nous ne désespérons pas. Si nous continuons à parler, c'est parce que nous avons bon espoir qu'on pourra un jour en finir avec ces mauvaises pratiques. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que on a été, comme vous le dites, sévère dans le jugement? Je pense que, en tout cas, nous avons pesé nos mots, parce que vous êtes les premiers bien placés pour voir ce qui s'est passé lors des campagnes, ce qui contraste avec la pauvreté entre griffes légendaire d'un pays où on voit l'argent des billets de banque qui volent au vent. On voit vraiment des distributions, j'allais dire, à ciel ouvert, de carburant à tout vent. Bon, ces pratiques-là, nous ne pouvons pas, sans cesser d'être ce que nous sommes, voir cela et puis ne rien dire. Et nous n'avons pas dit plus, nous n'avons pas épinglé personnellement ou particulièrement un parti, nous avons voulu seulement attirer l'attention de l'ensemble de la classe politique en liste sur le rôle que l'argent joue en politique, qui fait déjà que la politique est détestée par les citoyens et qui fait que, et je suppose que c'est vrai, que certaines personnes ne veulent même plus entendre parler de politique. Quand vous dites que vous allez en politique, ils vous disent « Ah, vous aussi, vous êtes parti maintenant à la soupe ». Est-ce que politique doit rimer avec soupe? Mais non, la politique, c'est quelque chose qui doit être noble. C'est pourquoi nous avons appelé les partis politiques et les acteurs politiques honnêtes, et nous supposons vraiment qu'il y en a, nous ne doutons même pas, qu'il faut qu'ils sortent la politique de cette... Je ne sais pas si c'est de ce trou, mais en tout cas de cette vision que les Burkinabés ont d'elle, qui n'honore pas ceux qui y sont. Nous n'avons pas, en tout cas, nous n'avons pas été très, quoi vous le dites. Hein? Oui, mais vous avez donné l'impression que ces élections étaient plus corrompues, sinon plus tachées de vérité de corruption électorale que de par le passé. Oui, en attendant nos chiffres, puisque nous avons mis sur la place des observateurs depuis le 1er septembre, ça veut dire quand même que nous avons, pas que nous nous sommes pris à temps, en tout cas nous avons commencé assez tôt à documenter la corruption électorale. Nous pensons que si vous comparez à côté avec 2015, il n'y a pas marche, hein. Ce qu'on a vu dépasse largement et ce qui s'est passé en 2015 en termes de corruption. En son temps, on avait déjà fait un rapport d'observation sur la fraude et la corruption électorale. Mais cette année, vraiment... Bon, je ne voudrais pas... Vous avez établi une sorte de fiche de notation sur le candidat ou le parti qui a plus fait usage de corruption? C'est ce que j'ai dit. On a quand même une fiche d'observation qui a été remise à nos observateurs. Et je ne voudrais pas dévancer cette évaluation qui serait beaucoup plus, j'allais dire, scientifique que mon propre point et seul point de vue. Mais moi, personnellement, en tant qu'observateur, il y a des choses que j'ai vues. J'étais d'ailleurs un observateur. Donc, j'ai parcouru une vingtaine de bureaux de vote dans mon quartier pour regarder. Bon, d'abord, en dehors de la corruption, les imperfections, sinon j'allais dire les impairs de l'organisation, bon, ça pose quand même des problèmes. D'accord. Oui. Généralité au juge au siège, Bernard Bougouma. Bon,
généralité, c'est également dans le même sens par rapport à la corruption électorale. On a l'impression que c'est un jeu favori d'ailleurs de tous les acteurs politiques. Oui. Et ce qui est curieux, même ceux qui sont à l'opposition, qui revendiquent la transparence dans cette élection, s'y sont donnés à cœur joie. Donc, il dit qu'il y a un rapport qui va venir pour préciser ces choses-là. Mais c'est un constat qui fait peur. Je dis bien qu'il fait peur parce que quand vous avez les révélations de certains qui ont reçu cet argent de certains candidats, c'est là effectivement que ça commence à... Vous êtes sûr que lui, là, il vous a donné? Oui, mais il a donné. Donc, ça commence effectivement à être un problème. Mais la réalité aussi, c'est qu'il n'y a pas une loi, il y a une faiblesse au niveau de la loi. Et ma question, c'est de savoir, il y avait un combat que le RENLAC avait engagé dans ce sens-là, c'est de savoir aujourd'hui où également est ce combat par rapport à pouvoir retenir un encadrement légal de cette corruption électorale, mais aussi par rapport à... Il y en a qui demandent plafonnement de dépenses, surveillant des sources de financement, tout ça. Je voudrais savoir si le dossier est toujours sur la table, il avance ou bien vous l'avez abandonné. M. Dankanabo. Oui, c'est la question. Vous avez entendu la question. Ok, merci Juge Bernard. Nous sommes toujours sur le dossier, puisque c'est une loi de 2015 qui a voulu encadrer. Je suis tout à fait d'accord avec lui qu'on pourrait améliorer cette loi, mais en attendant de l'améliorer, ce qui est plus urgent, c'est qu'on la respecte, on l'applique. Or, nous avons constaté, et les acteurs politiques avec lesquels nous avons eu beaucoup d'échanges pendant la campagne, des échanges directs, et la préoccupation n'est pas tellement de respecter la loi, mais de la contourner à ses dispositions contraignantes. Notamment lorsque cette loi interdit l'utilisation des gadgets, je crois que c'est l'article 68 et suivante qui disent que il y a un certain nombre de pratiques en matière de publicité politique qu'il faut arrêter. Mais les partis politiques ont été ingénieux pour, violer la loi, en fait, sans qu'on ne puisse tellement dire qu'ils ont violé la loi. Ils ont essayé de voir les faiblesses, comme il le dit. On nous dit de ne pas porter avec les insignes, les couleurs du parti. Alors, on porte d'autres choses qui sont bien les insignes et les couleurs du parti ou des candidats. Mais réellement, un candidat même nous a dit que sauf si on va les obliger à venir nus, on ne pourra pas les obliger, on ne pourra pas les empêcher plutôt de porter les couleurs qui sont les symboles de leur parti. Et il a même montré que la tenue qu'il porte actuellement, elle paraît anodine, mais c'est bien les couleurs de son parti. Et c'était en pleine campagne électorale. C'était en vert ou en orange ou en bleu? C'était... si je dis la couleur, on saura le parti. Et je ne voudrais pas lui faire la publicité. De toute façon, je vous dis quand même que c'est un parti qui n'a pas gagné. Et voilà. Au moins c'était... Il n'a pas gagné. Et il a dit que de toute façon, ce que certains partis font et que les gens décrient, eux-mêmes ils auraient voulu le faire, mais ils manquent de moyens. Ah oui. Ah oui, ils auraient voulu le faire. Et s'ils avaient les moyens, ils le feraient. Il a balancé ça comme ça. Pour un parti de l'opposition, c'est assez inquiétant. Et l'un des partis d'opposition qui est très acerbe vis-à-vis du parti au pouvoir, c'est un aveu que nous avons déploré avec lui en lui disant que non, il faut que vous travaillez plutôt à respecter l'esprit et la lettre des lois plutôt que à nous faire croire que les partis politiques, y compris le parti au pouvoir, trouvent que les lois sont faites pour être violées. En fait, c'est là le fond du problème. Si on respectait déjà les dispositions de la loi insuffisante là, on n'allait pas voir tout ce qu'on a déjà vu. Et dont Bernard a élégamment parlé tout à l'heure. C'est vrai, quand vous dites que quelqu'un a donné 100 motos quelque part, vous dites on nous susurre même qu'il y a des partis qui ont dépensé des centaines, de milliards. Ah, quand même. La division quand même. Oui. Une centaine de milliards. Enfin, c'est ce que nous n'avons pas, malheureusement, actuellement,
une documentation. Mais quand vous regardez, bon, vous dites qu'après tout, c'est peut-être possible, hein, quand on regarde la débauche des moyens. En tout cas, bon. Non, c'est bon pour ma question de généralité. Ok, Geoffroy, allez-y. D'accord. J'aurais une seule question de généralité. Lorsque vous dénonciez, au-dessus d'une interview, la question de. Vous abordiez plutôt la question de la fraude électorale, de corruption et tout. Et vous avez abordé un autre point, c'est la question des recrutements clandestins. Et vous avez dit, il y a 3 ministères qui sont concernés. Si ma mémoire est bonne, vous parliez du ministère de la fonction publique, vous parliez du ministère des mines et des carrières, et puis il y avait un 3e ministère qui va me revenir. Bon, en tout cas, je me rappelle de ces 2-là déjà d'emblée. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Oui, c'est comme le précédent dossier, c'est un dossier sur lequel nous sommes depuis un certain temps. Nous avons remarqué des recrutements, je n'allais même pas dire clandestins, ils sont frauduleux. C'est le fait pour des services publics de recruter sans avoir suivi la procédure en la matière, notamment le ministère de la fonction publique, le plus grand recruteur. Et là-dessus, et vous vous souviendrez que nous avons dit dans nos déclarations que nous sommes, en tout cas en correspondance avec ce ministère-là, pour essayer de mieux comprendre avant de communiquer. Nous avons déjà pas mal d'informations, mais nous pensons qu'il faut quand même aller à la source et vérifier les informations que nous avons sur ces recrutements. Imaginez-vous qu'on dit qu'on lance un concours pour recruter des gens, on fait la procédure, enfin, j'allais dire prévue, on présente comme un miroir, alors qu'il se trouve que ces gens sont déjà recrutés et en place. Bon, quand même, pour la fonction publique, c'est quand même grave. Et on a encore frais dans la mémoire les recrutements des 85 à la caisse que le tribunal a reconnu comme étant un recrutement frauduleux en sanctionnant, en tout cas conformément à la loi, les premiers, en tout cas les plus grands responsables, même si certains ont été relaxés. Ce jugement est toujours en cours puisque hier c'était le dernier jour pour faire appel. Bon, nous allons voir s'il n'y a pas eu des gens qui ont fait appel. Parce que il y a un autre jugement qui attend celui-là, c'est le tribunal administratif où nous demandons que le concours soit annulé et repris. Et bon, l'un dans l'autre, tout ce que vous avez évoqué sur les recrutements là, ce sont des dossiers sur lesquels nous sommes adressés aux autorités qui ont fait ces pratiques-là pour écouter leur voix, pour essayer de comprendre pourquoi ceci a été fait. Et en tout cas, tout comme sur la corruption électorale, lorsque nous allons avoir les informations, nous allons encore recourir à vous, parce que nous estimons qu'en plus de pratiquer la corruption, j'allais dire vulgaire, avec des dons de numéraire, si on recrute par corruption des citoyens pour gérer la fonction publique et pour gérer les institutions publiques, vous vous imaginez ce que cela va produire? Quelqu'un recruté ainsi, s'il est déjà compétent, en tout cas, on ne doute pas que ce qu'il a amené là sera utilisé par lui-même, soit pour continuer sa progression, soit pour amener d'autres personnes là où il est. Et ça devient donc une corruption systémique. Mais on peut avoir un peu la proportion. Vous avez eu écho on a quoi comme chiffre? Bon, si je dis que je vais vous donner les chiffres maintenant. Parce que vous avez parlé de 3 ministères, hein, c'est le troisième que je sais qu'il y avait, vous avez dit fonction publique, il y avait le ministère des mines. Et l'agriculture. Et voilà, d'accord. Et l'université. L'université Joseph Kizerbo a fait des recrutements pour lesquels nous avons opiné, nous avons écrit au premier responsable pour demander est-ce qu'on peut comprendre pourquoi on dit qu'on va recruter 10 personnes et puis on recrute 20 personnes. C'est pas les chiffres exacts, c'est bien plus grand que ça.
Ah d'accord. Voilà, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont été annoncés au recrutement, le recrutement a dépassé cela, ce qui est très bien pour le marché de l'emploi. Mais des choses comme ça, ça s'annonce. Lorsque vous augmentez le nombre de gens à recruter, vous annoncez, vous dites aux candidats, on avait dit qu'on va recruter 15, mais cette fois-ci, on va recruter 20 pour telle raison. Et ça aussi, ça permet la transparence. Et bon, tout le monde sait comment ça s'est bien passé. Non seulement le nombre a changé, mais les profils aussi ont changé. Les lieux d'affectation ont changé. Bon, nous sommes en train en tout cas de chercher à comprendre. Et je vous promets que tout ça, si vous êtes nos plus grands partenaires en la matière, dès qu'on aura, on vous le dira. D'accord. Donc je peux dire, pour répondre clairement à votre question, que nous n'avons pas encore toute la mesure du nombre et des contours de ces recrutements frauduleux, mais nous savons que ça a une grande ampleur. Et pour vous indiquer un peu, vous savez qu'à la fonction publique, il y a 2 modes de recrutement. Il y a le recrutement sur concours et il y a le recrutement sur mesure nouvelle, qui est en fait un recrutement sur dossier, mais qui obéit aussi à une procédure. Et vous aurez remarqué que de plus en plus, le recrutement sur mesure nouvelle, qui est l'exception, est en train de devenir la règle. Cette année particulièrement, le nombre de gens recrutés sur mesure nouvelle est presque égal. C'est juste un peu inférieur au nombre de gens recrutés sur concours. Par voie donc, j'allais dire, régulière, réglementaire, ce qui est la règle est en passe de devenir l'exception. Voilà ce que je peux vous dire à titre indicatif, sans pouvoir être plus précis sur les nombres et bien peut-être les endroits, parce qu'il y a certainement peut-être d'autres qui vont nous revenir avec les dénonciations, parce que nous avons quand même fait des appels à information là-dessus, à travers nos canaux habituels. D'accord. Si les juges le permettent, on va faire un focus maintenant sur la 15e édition des Journées nationales du refus de la corruption que vous organisez depuis un certain nombre d'années. Donc ça fait la 15e édition cette année 2020 et c'est le secteur donc minier qui est dans le collimateur du RENLAC, et puisque le thème est transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Et certains font la comparaison avec ce qu'organise l'ODJ quand elle parle de journée nationale ou ces journées africaines de lutte impérialiste, anti-impérialiste, qui n'intéresse pratiquement qu'une partie, infime partie donc de la population. Et ces personnes disent effectivement aussi qu'on ne reconnaît pas le caractère national dans la question du refus de la corruption au niveau du Burkina Faso. En 15 éditions, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on ne soit toujours à parler de journée nationale alors qu'on ne sent pas véritablement le caractère national, le caractère en tout cas engagé de toutes les populations burkinabées? Très bonne question. Et question sur laquelle nous cherchons aussi des réponses. Cette année, par exemple, vous aurez remarqué que au lieu de faire tout dans nos régions, puisque nous sommes dans 6 régions, le centre, les hauts bassins, le nord, le centre-ouest, l'est et le sud-ouest, nous avons voulu aller dans les zones minières. Et à l'heure où je vous parle, depuis le premier, à Yunga, à Zabré, à Kongoussi et à Sabsé, nous avons organisé des activités publiques. Et nous avons organisé des activités sur les sites miniers pour appeler les acteurs à réfléchir sur le thème de la transparence et de la redevabilité. Aussi bien les travailleurs que les responsables, nous les avons tous conviés. Et dans des régions comme les Hauts-Bassins et le Nord, ils ont reçu les mêmes instructions pour travailler aussi bien dans le chef-lieu de la région que dans les régions où il y a les sites miniers sur cette thématique-là. Nous avons aussi, dans l'une de nos programmations, convié une mairie qui fait figure de bon exemple en matière de redevabilité, de transparence dans la question minière. C'est le maire de Houndé que nous avons invité à une table pour essayer
de montrer aux autres ce qui leur a permis à eux de pouvoir un peu tirer leur épingle du jeu. Donc, nous sommes très conscients des limites de notre structure. Ce sont ces limites-là, en fait, qui font que le caractère national n'est pas aussi national que ça, si ce n'est pas du pléonasme. Mais nous y veillons. Et nous avons aussi, et ça j'ai oublié, de dire à nos camarades de FADA, la région de l'Est, de faire en sorte que là où ils peuvent aller, pour sortir des salles de conférence et des studios dans les villes, d'aller sur ces lieux-là pour que les populations les plus concernées par cette thématique-là puissent en tout cas donner leur voix et que nous puissions savoir. Et rien qu'hier soir, nous avons approché aussi la Chambre des mines à sa demande pour essayer de voir est-ce qu'on ne va pas ouvrir la participation à ces débats. Et nous avons dit que c'est la plus grande chose que nous souhaitons et nous n'allons pas rejeter une voix si nous voulons, et comme nous l'avons dit dans les programmes, amener tous ceux qui sont acteurs ou décideurs à donner leurs énergies pour qu'on puisse avancer, pour que l'or du Burkina profite d'abord au Burkina Faso. Mais c'est assez curieux quand même de choisir de concentrer l'essentiel de vos activités dans ces sites miniers, parce que c'est dit effectivement que c'est dans ces zones minières là que on ne parle autre langage que celui aurifère. Et vous leur parlez du refus de la corruption dans une zone où tout le monde est intéressé par le gain des retombées de l'exploitation minière. Est-ce qu'ils entendent véritablement ce type de langage du refus de la corruption? Nous espérons qu'ils vont entendre, parce que vous savez, la corruption, c'est le fait d'utiliser ses prérogatives officielles pour en faire un gain personnel. Et justement, parce que tout le monde court derrière ce gain-là, que la corruption prospère. Et nous voulons attirer leur attention sur ce fait-là, qu'il ne faudrait pas que une minorité de Burkinabés regardent ce qu'ils gagnent pour compromettre les intérêts de l'ensemble des Burkinabés. Et en tout cas, nous allons tout faire pour être écoutés. Parce que nous n'avons pas le choix que de faire comme ça. Nous n'avons pas d'autre moyen que de se faire entendre, et en espérant que lorsqu'on sera entendu, on sera suivi. D'accord. Moi, ma question, c'est comment est-ce que cette corruption se manifeste au niveau des mines? Ok. Et pour cela, d'ailleurs, nous avons convié le ministère des Mines sur nos tribunes. Et la corruption dans le secteur minier, nous l'avons documentée depuis 2015, parce que nous avons fait une étude spécifique dans le secteur minier. Et il s'avère que dès l'attribution des titres miniers ou des lieux pour faire la recherche minière, déjà à ce niveau, ça commence. Et comme nous l'avons indiqué, s'il faut que ceux qui ont les titres miniers les achètent, eh bien, c'est déjà mal barré. Et bien sûr, dans les mines, vous savez que l'État doit contrôler l'or qui est sorti pour savoir si le Burkina va recevoir les 10% qui lui sont redevables. Ce contrôle, nous avons constaté que c'est un contrôle de façade. C'est les mines elles-mêmes qui déclarent ce qui est sorti. Nous, nos contrôleurs, ne font que attester. Ils ne sont pas de vrais contrôleurs. Et dans le dossier charbon fin, nous espérons que le procès qui va se dérouler permettra à tous les citoyens de comprendre que ceux qui sont censés représenter les intérêts du Burkina dans ce dossier-là, en fait, ils n'ont même pas les moyens de le faire. Donc, à ce niveau aussi, il y a la corruption, et nous craignons fort que, si ceux qui ont le pouvoir de contrôle ou de décision acceptent des avantages à leur niveau personnel pour compromettre les intérêts de l'ensemble de la société, que ce soit dommage. Sans oublier que nous avons dit dans un de nos rapports que la mine
est aussi opaque que l'obscurité qu'il y a dans une mine sans lumière. Donc c'est difficile. Et nous avons repris l'étude. Vous imaginez, on a fini et on a vu qu'on n'a rien. Donc, on a recommencé. Financièrement, vous voyez ce que cela veut dire. On a recommencé. Bon, et on a eu quand même ces résultats dont je vous parle. Moi, j'ai suivi quelques travaux, notamment avec ITIE, qui, en fait, quand vous écoutez ce qu'on vous dit et quelques témoignages, vous avez l'impression que les mines, c'est comme un genre d'enclave diplomatique. C'est-à-dire où, je ne dis pas que c'en est une, je dis que ça ressemble un peu à ça. Oui. Où on a comme un territoire qui ne nous est pas accessible, où il y a de nombreuses frictions, même entre contrôleurs et ceux qui devraient être contrôlés, mais ça perdure. Et il y a aussi ce que vous posez comme problème, c'est que pour contrôler aussi, il faut avoir forcément tous les éléments puis que vous ayez accès à tout. Oui. Alors que ça, c'est la vraie difficulté. Quand vous regardez au finish, c'est quoi? C'est une atmosphère qui c'est entretenue et par des éléments de notre camp et par ceux qui sont sur notre sol. Je vais parler de ces grandes entreprises-là parce que il s'agit ici de multinationales. C'est des gens qui ont des chiffres d'affaires qui dépassent, lorsque vous prenez au niveau groupe, qui dépassent de loin, quelquefois, ce que nous avons comme budget national. Oui. Donc, quand vous engagez l'épreuve de force, c'est un autre débat que vous avez. Ou bien, c'est une posture dans laquelle nous sommes, qui est celle d'infériorité, d'accepter un certain nombre d'éléments. Quand vous l'avez regardé, ça s'explique comment? Bon. Comme j'avais commencé à le dire, c'est parce que ceux qui dirigent le pays ne prennent pas leurs responsabilités. S'il est vrai que le sous-sol appartient au Burkina Faso, si quelqu'un doit venir extraire quelque chose dans ce sous-sol, il ne peut pas vous imposer sa loi. Et dans notre conférence de paix, nous avons dit qu'il faut que les autorités du Burkina Faso aient une mainmise sur ce qu'il y a dans le sous-sol burkinabé. On nous avait fait comprendre d'ailleurs avant que le Burkina n'était que la terre des hommes, comme s'il n'y avait rien au Burkina que les hommes qui sont sur la terre. Alors que depuis quelques années maintenant, on voit qu'on a un sous-sol scandaleusement riche en or. Mais il faut que nos autorités là prennent leurs responsabilités. Il faut que force reste à la loi, comme on l'a dit, et le code minier et les règles pour le fonds de développement local, c'est à nos autorités de faire respecter tout ça. Parce que si les autorités ne font pas respecter cela, qu'est-ce que vous voulez que les citoyens pensent? Est-ce que c'est par faiblesse intrinsèque ou bien c'est parce qu'il y a un dessous de table? J'ai suivi une fois le maire de Hidalgo qui dit que eux, si on leur donne les mains libres, le fonds, ça s'appelle quoi, de l'eau là, pour l'utilisation de l'eau, les mines doivent payer une sorte d'impôt et que les gens ne payent pas. La taxe sur l'eau. Ouais. Ça s'appelle FCE ou quoi, au fond, voilà, quelque chose comme ça. Et ce maire-là dit que c'est parce que, bon, ils n'ont pas les mains libres. Mais qui peut empêcher, qui peut lier les mains d'un maire devant une société minière? Mais mieux que cela, lorsque nous suivons le procès sur Essakane, IAMGOLD, les avocats de l'État ont fait une requête et l'ont abandonné dans la procédure. Ils ont demandé à ce que le tribunal fasse une saisie conservatoire des biens de IAMGOLD et Essakane pour que, en cas de condamnation, la société ne se retrouve pas en incapacité de paiement pour avoir profité de la période du jugement pour faire, j'allais dire, un nettoyage et puis une évasion de ses ressources. Ça, c'est l'avocat qui a demandé cela. Et nous, on les a félicités. Mais voilà que, à une séance suivante, ils viennent, ils annoncent qu'ils renoncent. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que non, que leur mandataire a dit de laisser tomber ça. Nous, on a vu en cela
un aveu d'impuissance du pouvoir public devant une société minière, comme vous le dites, toute puissante, parce qu'effectivement, ce sont des puissants de l'argent. Mais ils peuvent être puissants de l'argent, mais quand même, nos autorités sont puissantes dans ce jeu. C'est pour eux le sol. À la limite, quelqu'un nous a dit qu'il vaut mieux même que l'or ne sorte pas du sol, que l'or sorte du sol et que d'autres personnes s'en approprient. Et nous prenons la portion congrue comme si nous ne connaissions pas la valeur de l'or. En fait, c'est ça qui explique que aujourd'hui, ces sociétés minières-là, et le fond, et je le répète, c'est la complicité de ceux qui dirigent le pays avec ces sociétés minières qui permet à ces sociétés minières-là de faire la loi, sinon même la pluie et le beau temps dans ce secteur-là. Mais l'or nous appartient et ça doit nous revenir, et ces ressources-là doivent être en grande majorité exploitées pour l'intérêt du peuple burkinabé. Parce que quand ces mines-là vont fermer, et là aussi il y a un fonds qui pour la réhabilitation et environnementale, ce fonds aussi, les sociétés minières refusent de payer. Et la proportion dans notre documentation, c'est 0,8% qui paye. Et d'ailleurs, c'est la société de Kalsaka Mining seule qui a payé. Et sur un attendu de 14 milliards, on a eu 1 milliard. Ça vient s'ajouter aux 551 milliards et dont Lukman a parlé en introduction. Vous voyez que c'est énorme. Et notre dossier, notre espoir est que les populations burkinabées s'impliquent. C'est vraiment le fond. Il faut que, au lieu que ça soit nous petits comme ça là, qui sachons cela et qui luttons pour cela, si le peuple dans son ensemble s'engage pour la redevabilité et la transparence dans le secteur minier, quelqu'un a dit avant moi que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Voilà. Les sociétés minières vont trembler. Mais comment vous voyez la façon dont ce peuple peut se mettre debout? Ça va prendre quelle forme? Parce que lorsqu'on regarde, c'est pas les. Avant de venir à l'émission, quand je la préparais, vous avez qu'à taper Renlac et puis mine, le nombre d'éléments et de rendez-vous qu'on a de vous depuis des années, et c'est à bourrer vos recherches Google. C'est pas aujourd'hui que ça commence. On a vu notre Assemblée nationale aussi prendre le problème à bras le corps avec des chiffres qui nous ont été. Ça a choqué tout le monde, mais après, bon, c'est retombé comme d'habitude. Comment vous voulez que les gens s'assument lorsqu'il y a des petits engagements comme ça qui sont pris? Parce qu'une mine, c'est pas dans les airs, non. C'est implanté quelque part. Il y a une pression sur les populations qui sont là, ne serait-ce que sur l'eau, sur l'espace et tout. Et il y a un certain nombre d'éléments pour permettre, ne serait-ce qu'aux populations qui sont riveraines là, de pouvoir, en termes de développement, impulser un certain nombre d'éléments. Les maires dont vous parlez, on les a reçus ici, qui s'en sont plaints de ce que rien n'est fait. Mais bon, eux-mêmes ne sont pas entendus. Les députés qui enclenchent le processus, eux-mêmes, bon, ils nous ont fait un peu comme la poudre aux yeux, on nous a donné des chiffres, on a tous dit, ah mais c'est pas normal, et puis ce n'est pas le plus que ça. Vous dites, vous petit, mais le citoyen lambda n'est pas plus petit. Quand il regarde, il se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Oui. Quand tout le monde nous a laissé. Je comprends bien, Geoffroy, que le peuple se mobilise difficilement, mais nous avons l'intime conviction qu'il va se mobiliser. Et si nous pouvons donner déjà un exemple, l'exemple de Houndé, c'est bien. Nous voulons que ça fasse tache d'huile. Nous n'appelons pas les gens à casser les mines comme on a vu récemment, parce que ça c'est un double gâchis. S'ils se mobilisent et ils exigent leurs intérêts, les sociétés minières n'auront pas de choix que de reprendre ou bien de plier bagage. Et d'ailleurs, nous avons admiré que pendant la campagne, il y a un parti qui a dit que lui, s'il prend le pouvoir, il va créer une mine Burkina Faso. Cette mine-là, il dit que pour créer une mine, on a besoin juste de 250 milliards et le Burkina peut consacrer 250 milliards pour créer une mine qui va lui rapporter plus de 250 milliards chaque année. C'est bien.
nous espérons que, même si celui-là n'a pas eu le pouvoir... Professeur Souma. Bon, je continue mes questions sur la question de ce que les peuples eux-mêmes, en tant que citoyens, doivent se demander. Écoutez, rendez-nous compte d'un certain nombre d'éléments, mais quand vous regardez la plupart des mines, il y a des engagements. Oui. Il y a la RSE, il y a beaucoup d'autres éléments. Oui. Mais le problème, c'est que les populations riveraines ne sont même pas au courant de ce qui est de l'ordre de l'engagement sur lequel ils devraient regarder et dire vous devriez faire ça, vous n'avez pas fait. La plupart de ces contrats-là, ils ne les ont pas. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui devrait retourner au niveau de la mairie, qu'est-ce que cela implique en termes de charges pour la mine. Il y a des éléments qu'ils n'ont pas. Et puis après, quand on écoute les mines, vous les interrogez, ils disent non, on paye, maintenant allez voir avec votre État, parce qu'eux qui parlent d'unicité des caisses, donc nous ça ne nous regarde pas. Ils prennent tout, ils remettent là-bas, et puis ce qu'ils veulent faire comme priorité de dépense, ils le feront. C'est dans ce double langage souvent qu'on est. Oui, mais je suis heureux de vous entendre dire cela, parce que justement ça montre que notre travail est insuffisant. Si les gens ne savent même pas ce auquel ils ont droit, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment été conscientisés. Et ça, c'est une faiblesse que nous on reconnaît. Et c'est justement les JNRC, c'est une autre activité pour appeler ces populations à la base. Là, mais écoutez les gars, réveillez-vous. Voilà ce que vous pouvez faire. Voilà ce que la loi... Regardez, on a voté une loi sur le code minier en 2015 qui prévoyait 1% des chiffres d'affaires pour les populations. Mais par un jeu de je ne sais pas quoi, les sociétés minières ont réussi à contraindre notre ministère à signer un accord avec eux pour déduire de ce 1% la RSE. Ce qui fait jusqu'à hauteur de 0,5%. Ce qui fait que ce que ces sociétés minières se sont battues en vain sous la transition pour avoir les 0,5%, par un tour de passe-passe, on en est retombé là. Ce que la loi a prévu est pratiquement remis en cause par un contrat entre ces sociétés minières et notre État. Donc, je suis bien d'accord que le travail à faire est énorme, mais il faut le faire. Nous n'avons pas le choix, parce que nous comptons plus sur ces populations-là que sur ceux qui détiennent un pouvoir depuis des années et qui ne le prennent pas en main. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir un peu la communication, parce que ça donne l'impression que vous appelez les populations à se réveiller et ça donne l'impression que on les dresse contre les sociétés minières, alors que les responsables ici c'est l'État, ce sont les autorités à la fois nationales et locales qui sont au premier chef donc de ces engagements non tenus. Oui, souvent aussi, si les autorités peuvent ne pas tenir leurs engagements et rester tranquilles, ça les encourage. Mais qui peut les empêcher de rester tranquilles sans tenir leurs engagements? Ce sont les populations. Ce que nous n'appelons pas les populations à se révolter ou bien... Non, c'est que les populations veillent. C'est que ces populations-là disent aux autorités, aussi bien de la mine que du pays, nous voulons ceci. Et qu'ils y tiennent mordicus et qu'ils se mobilisent sur ça. Voilà, en tout cas, c'est l'une des ambitions de ces journées-là. Alors, il faut également dire qu'en faveur de la transition, les lignes ont bougé par rapport dans le domaine minier. Bon, le fonds de développement minier, le fonds local, le code a été revu déjà. Oui. Et ça a été obtenu. Les maires l'ont obtenu d'ailleurs sur fond de lutte. Il faut citer le maire de Yalgo avec le député maire de Houndé et bien d'autres maires qui ont même tenu des conférences de presse pour dénoncer le fait que ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Maintenant, ça l'est. C'est déjà un bon point. Donc, c'est-à-dire que le travail des citoyens, de mon point de vue, aura plus d'impact par rapport aux autorités. D'abord, qui sont passagères, qui calculent. Parce qu'il y a certains dont les enfants ont bénéficié de ces mines-là pour aller étudier. Il y a toutes ces choses-là à l'intérieur. Oui. Mais ce travail de sensibilisation au niveau du citoyen doit redoubler. Sinon, nous allons passer notre temps à dénoncer la corruption dans un secteur qu'un citoyen qui habite dans une zone minière ne voit pas. Vous parlez de corruption, il dit mais vous parlez de quoi?
Il n'a même pas le temps. Il n'a pas le temps et ce n'est pas sa priorité. Non. Alors que d'ailleurs, pour que monsieur vienne même investir dans la zone, c'est peut-être par coup de corruption qu'il a obtenu le permis pour venir s'implanter. Et puis, il y a la promesse seulement que non, quand la mine va ouvrir, vos enfants vont être employés, c'est eux qui vous donnent certains boulots. Et puis, bon, on passe à autre chose. Donc, il y a un travail dont je renforce la question de Geoffroy et de Lukman. Il y a un travail qui doit être fait. Par rapport à la prise de conscience du citoyen. La grosse question, c'est comment est-ce que ce travail maintenant va se faire. Parce que ici, on a mis l'accent sur la dénonciation de la corruption dans un secteur, plutôt que de faire comprendre les enjeux réels aux populations. Vous avez tout à fait raison. Et si vous remarquez, nous avons invité, parce que le RENLAC seul ne pourra pas faire ce travail. Ça, nous en sommes très conscients. Or, il y a d'autres structures, comme ORCAD, comme l'Institut Free Afrique, comme l'Association des géologues du Burkina, comme l'Association des journalistes dans le secteur minier. Nous les avons tous conviés parce que nous espérons, en tout cas nous comptons beaucoup sur la synergie d'action de tous ces acteurs-là. Bien sûr, si nous avons convié un maire, on aurait mieux voulu convier tous les maires parce que ce serait bien que eux qui sont, j'allais dire, l'interface entre les populations, les autorités et les sociétés minières, si tous les maires des zones minières là, on pouvait les réunir pour les écouter et puis pour voir là où nous on peut contribuer à ce que l'éveil de conscience des populations. Parce que pour nous, en tout cas, nous avons identifié cet éveil de conscience là comme un passage obligé. Si les populations même n'ont pas conscience de leurs intérêts et n'ont pas conscience que c'est elles-mêmes qui doivent s'engager pour défendre, nous, ce que nous faisons là, ça sera, j'allais dire, du remplissage de pages Google, comme l'a dit Geoffroy Bah, et ça ne va pas donner. Et c'est l'une de nos ambitions et bien sûr que nous ne désespérons pas que les autorités aussi quand même aient une fibre patriotique. Nous lançons un appel c'est d'ailleurs les derniers mots de notre déclaration du minaire. Il faut que nos autorités changent leur fusil d'épaule et qu'elles comprennent que les petits avantages que quelques-uns peuvent avoir ne sont rien et ne devraient rien être par rapport à ce que ce secteur minier là. J'écoutais le ministre des Mines une fois dit que les mines là, ça va s'augmenter encore davantage parce qu'il y a plein d'or sous notre sol. Plein d'or sous notre sol. Mais il faut que ce plein d'or sous notre sol là profite. Déjà, il faudrait que le peuple puisse nous servir à beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que vous avez impliqué dans votre démarche et à cette édition donc, des journées de refus de la corruption les députés qui ont aussi audit l'enquête parlementaire donc, sur le secteur minier? Est-ce que pour donner une suite ou donner plus de communication sur ce qui a été déjà fait? Oui, nous avons invité l'Assemblée et nous avons demandé que les députés viennent nous dire quelle est la suite. Parce que les députés ont fait d'abord une commission d'enquête parlementaire. En fait, ils ont fait ensuite, comme ils appellent ça, une information parlementaire. Bon, en tout cas, nous les avons sentis engagés pour essayer de rattraper quelque chose. Et dans nos échanges, nous leur avons demandé, est-ce que vous consentez avec? Et ils ont marqué leur accord. Et le député le Tamboura, qui a été le président de cette commission d'enquête parlementaire-là, nous a exprimé en tout cas sa joie de venir communiquer sur ce que l'Assemblée fait. Et sur le président de l'Assemblée nous a appelé hier pour dire que lui, il aurait voulu personnellement assister les 8 et 9, mais malheureusement, il est empêché. Il doit aller au 11 décembre à Banfora dès lundi, donc il ne pourra pas être là, mais il nous assure que tout ce que nous allons faire pour le Burkina, eux, ils sont preneurs pour jouer leur responsabilité. Bon, c'est vrai que c'est des engagements politiques, mais quand même, ça nous permet aussi de communiquer, de leur dire voilà ce que nous attendons de vous. Et nous espérons que quand on s'adresse à une seule personne avec plusieurs mots, il y a quelques-uns de ces mots-là qui vont aboutir. Nous espérons bien.
Merci à vous, M. Sagado Nakanabo, d'être passé devant notre tribunal de l'actualité pour nous entretenir sur donc cette thématique sur le secteur minier dans la présente édition des Journées nationales du refus de la corruption. Il faut préciser que c'est jusqu'au 10 décembre prochain, donc les activités, vous pouvez y prendre part et aussi avoir plus d'amples informations concernant le secteur et la problématique soulevée. Merci d'être passé. Merci Loukman, merci juge. Maintenant, j'attends le verdict. Bon, on n'aura pas le temps de tirer un verdict. Okay. On aura certainement une autre occasion. Okay, merci. Merci à l'équipe de réalisation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve demain vendredi pour la dernière convocation du tribunal de l'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.